Donc dernière partie de ce cours sur quels sont les éléments qui composent en fait une base de données et on abordera après un peu dans la pratique comment est-ce qu'on peut concevoir les tables et les différents champs. Alors, je vous ai parlé depuis le début en fait des différents éléments d'une base de données. Je vous ai parlé de tables, je vous ai parlé de base de données, je vous ai parlé de champs, etc. En fait, pour qu'on utilise le même vocabulaire, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'une base de données, en fait, une database, ça regroupe quoi? Ça va regrouper différentes tables, ici vous voyez, table 1, table 2, table 3, dans lesquelles en fait on a des valeurs d'enregistrement qui sont eux-mêmes stockées, en fait, elles-mêmes, pardon, stockées dans des champs. Donc c'est vrai que quand on a une représentation comme ça, on va avoir quelque chose qui donne l'impression de ressembler à quelque chose d'Excel, hein. On a nos colonnes et on a nos lignes. Il faut savoir qu'en SQL, l'ordre des colonnes n'a strictement aucun impact, parce qu'en fait, l'ordre, c'est pas des colonnes, c'est des champs. Donc ça veut dire que votre colonne 1 ici, votre champ 1 peut tout à fait être défini dans la base, dans la table SQL à la dernière position, ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'on verra par la suite, lorsque l'on construit une requête, en fait, le premier élément d'une requête, c'est quels sont les champs que l'on souhaite afficher, et surtout dans quel ordre on souhaite les afficher. Donc en fait, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre sur les lignes, parce que c'est des enregistrements, donc c'est des éléments indépendants, en fait, quelque part, uniques. On se moque qu'ils soient au début ou à la fin de la table, ça n'a pas d'importance, parce qu'une fois de plus, c'est la requête qui va vous montrer les résultats. Et on se moque de l'ordre des champs, parce que c'est la requête, toujours, qui va donner l'ordre des champs. Mais il faut savoir que, voilà, une base de données, c'est plusieurs tables, et dans chaque table, on a un ou plusieurs champs. Alors, en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que si on est vraiment puriste au niveau des termes, une base de données, c'est quelque chose de plus vaste qui regroupe ce que l'on appelle des schémas, l'équivalent de la base de données sur la dia d'avant globalement, et dans les schémas, il y a des tables. Alors, ça, c'est déjà une grosse différence qu'il y a entre MySQL et PostgreSQL, c'est que les deux ne différencient pas les schémas et les bases de données de la même façon. Si je reviens là-dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est la théorie pour PostgreSQL. PostgreSQL considère qu'il y a une base de données. Dans la base de données, il y a des schémas, et dans les schémas, il y a des tables. Pour MySQL, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un schéma ou une base de données, c'est la même chose. Donc ça veut dire que ce type de structure, vous ne pourrez pas le faire sur MySQL. Alors, est-ce que c'est grave? Ça dépend ce que vous voulez faire. En fait, c'est grave, mais si vous êtes déjà à un niveau assez élevé, parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de créer deux bases de données, de schémas différents, séparés les uns des autres, mais que vous souhaitez éventuellement à un moment donné qu'il y ait une interconnexion entre ces deux schémas. Dit autrement, la partie de gauche, vous pouvez imaginer que c'est la base de données de vos sites web et comment dirais-je, des informations que les clients peuvent voir. Et la partie de droite, c'est par exemple la base de données de votre logistique. Donc forcément, les deux sont connectés, mais quelqu'un qui va sur votre site internet n'a pas à aller voir la base de données de logistique. Mais pourtant, les bases de données du site internet sont aussi alimentées avec les données de la logistique, notamment pour les disponibilités des produits. Donc clairement, c'est un type d'utilisation, par exemple, d'une base de données avec plusieurs schémas. Donc voilà, c'est grave dans ce cas-là. Dans des bases de données relativement simples, on peut se passer complètement de cette notion de base de données et de schéma. Mais une fois de plus, là, on rentre sur des discussions de puristes. Donc ça veut dire que pour MySQL, si vous utilisez la syntaxe suivante, donc create database db1 ou create schema db2, c'est la même chose, ça fera la même chose, il n'y aura pas de différence. Donc c'est vraiment une différence majeure qui peut exister entre MySQL et PostgreSQL. Donc lorsque on doit concevoir une base de données, la partie la plus délicate, c'est de passer du fichier donné à une structure sous forme de table. Donc ce point, on va le développer, on va le voir en pratique dans la suite des cours. On va faire comme on peut online, mais on va essayer de se débrouiller. Les questions que vous devez vous poser, et ça vous devrez le faire dans le premier TD, c'est quelles sont les données que je souhaite stocker. Je peux très bien avoir un fichier Excel dans lequel j'ai plein de données, mais toutes les données ne sont pas stockées, ou alors j'ai de la redondance de données, ou j'ai des données qui sont calculées. Est-ce que je souhaite ou non stocker des données qui sont calculées, ou est-ce que je referai le calcul par moi-même par la suite? Donc c'est la vraie question, c'est qu'est-ce que je souhaite stocker?
La deuxième question, c'est quel est le lien entre ces différentes données? Est-ce qu'elles sont connectées? Dit autrement, un animal, je peux très bien stocker l'état de l'animal dans une table, son poids, son âge, sa date de naissance, ce que vous voulez, et à côté de ça, je peux avoir un fichier de performance relié à cet animal. Donc là, forcément, la connexion est relativement évidente, c'est le numéro de l'animal qui va assurer la connexion. Mais lorsque vous avez vos données, il est nécessaire de se poser ces questions-là. Comment sont-elles connectées? Le point le plus important, qui est certainement le plus difficile, c'est quelles sont les requêtes que je souhaite réaliser sur cette base de données par la suite. Comment est-ce que je souhaite interroger cette base de données? En effet, et ça c'est le point crucial, qui est assez compliqué à imaginer au départ, c'est comment je vais interroger mes données, et est-ce que la structure que j'ai imaginée est compatible avec les interrogations que je souhaite réaliser. C'est là la grosse différence entre ce cours et des cours 100% base de données faits par des vrais spécialistes, où forcément par la base de données, il y a de la théorie derrière. Il y a des modèles qui existent qui permettent de pouvoir répondre à ces questions-là. Ce pas des choses qu'on va voir dans ce cours-là. L'idée, c'est de vous donner une introduction, de vous sensibiliser à la base de données. Mais sachez que bien sûr, il existe toute une théorie derrière pour concevoir une structure de base de données qui permet en fait de pouvoir répondre à différentes questions. Autre question à se poser, c'est est-ce que mes enregistrements seront uniques ou pas? Parce que ça peut avoir un impact aussi sur la façon dont je structure mes données. On verra ça par la suite. Aurais-je des valeurs manquantes? Et enfin, autre question, qui va utiliser cette base de données au final? Est-ce que c'est une base de données pour moi? Et en fait, je souhaite utiliser un moteur de base de données pour me faciliter la tâche et utiliser la puissance du moteur SQL, ou est-ce que je vais avoir différentes personnes qui vont l'utiliser, et quels vont être les rôles de ces personnes? C'est-à-dire, est-ce que ces personnes-là vont aussi ajouter des données, ou est-ce qu'elles vont juste interroger la base de données, etc., etc., etc. Donc voici les questions à se poser lorsque vous allez devoir créer votre base de données. Donc la première étape, la plus simple, ça va être la création de la base de données ou du schéma. Alors là, rien de particulier, aucun paramètre. En SQL, il suffira juste de taper la commande suivante, create database, suivi du nom de la base de données, ou dans le logiciel que vous utiliserez, phpMyAdmin ou autre, de choisir create schéma pour avoir une création d'une base de données. Rien de compliqué à ce niveau-là, parce que tout simplement, la base à ce niveau-là est juste un conteneur, donc ça ne sert à rien. Point important, on verra ça par la suite en SQL, mais je vous le dis déjà, lorsque vous tapez une commande, il est bon de rajouter un point-virgule à la fin, parce que si vous êtes un jour en live sur un serveur SQL, sachez qu'il attend absolument un point-virgule à la fin de la syntaxe SQL. La création des tables. Alors bien sûr, il va falloir passer par l'étape de définition des différentes tables que l'on souhaite avoir dans notre base, et surtout des données que l'on va y insérer. Lorsque vous allez devoir créer une table, et là ça va être le point le plus important, vous allez devoir définir les différents champs qui la composent, individu, sexe, traitement, etc., ce qui équivaut un peu aux colonnes que vous avez sous Excel. Quels sont les types de données dans chaque champ, pardon. Est-ce que c'est des nombres, est-ce que c'est des caractères, etc. Est-ce qu'un champ est une clé primaire? On va voir ce que c'est une clé primaire. Certains champs sont-ils des index? On verra aussi ce que c'est qu'un index. Valeur unique, valeur manquante, etc. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas commencer comme ça, j'importe mes données, je vois après, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'Excel, où globalement vous ajoutez vos données dans votre fichier et puis après vous structurez comme vous pouvez, là en fait il faut créer ces éléments et prévoir ces éléments avant d'ajouter des données dans une base SQL. Donc la création des tables, lorsque la base elle est créée, elle est vide, il n'y a rien dedans, vous allez voir, vous allez devoir créer une table pour y stocker des données. Dans l'occurrence, là ce que j'ai choisi, c'est de créer des génotypes. Donc le point le plus important, bien sûr, ça va être de donner un nom à cette table. Donc là, ici, vous voyez que, bon, je vous ai donné, ça c'est un exemple de MySQL Workbench, mais on aura la même chose dans d'autres logiciels. Vous devez donner un nom à la table, bien sûr. Faites attention à ce que le moteur InnoDB soit sélectionné. Généralement, c'est le cas par défaut, mais c'est bon de prendre ce moteur-là. Ça peut poser des problèmes dans des cas bien particuliers. Vous allez ensuite devoir définir les différents champs, qui sont donc quelque part les colonnes, et pour chaque type de champ, chaque champ, vous allez devoir définir le type de données. Est-ce que c'est des données numériques, alphanumériques, temporelles? Et voyez sur la droite de cette dia les différents types de données qui sont disponibles et qui vous allez devoir donc choisir. Alors on va voir ça assez rapidement. Les types de données.
Premièrement, numérique. Alors numérique, vous avez différentes possibilités. Vous avez déjà, première question que vous vous posez, est-ce que ce sont des chiffres entiers ou réels? Dans le cas de l'entier, la deuxième question que vous allez devoir vous poser, c'est quelle est la taille des nombres que je vais vouloir stocker? Est-ce que c'est des chiffres avec un intervalle relativement faible, ou au contraire, est-ce que c'est des chiffres qui peuvent être assez importants? Dans ce cas-là, il va falloir choisir entre tiny int, small int, medium int, int et big int. Tiny int, c'est vraiment particulier parce qu'en fait, vous allez avoir un intervalle qui va de moins 128 à plus 127. Ça veut dire que si jamais à un moment donné vous voulez stocker une valeur qui est par exemple de 540, le système ne va pas la stocker et à la place il va vous mettre 127. Donc ça c'est un point extrêmement important, c'est que si vous dépassez l'intervalle maximum pour un entier, en fonction de ce que vous avez choisi, sachez que SQL va vous mettre automatiquement la valeur max. C'est-à-dire passer 127, c'est forcément 127, et en dessous moins 128, c'est forcément moins 128. Donc quand on ne sait pas trop, on prend int, ça laisse énormément de marge. Big int, c'est quand même assez particulier, quoi. Ensuite, deuxième cas de figure, numérique. Si on est en réel, vous avez le choix entre deux types de stockage du réel, ce qu'on appelle le numérique ou décimal et le float real headable. Alors, quelle est la différence entre les deux? En fait, alors là, on rentre dans un truc très, très informatique. C'est la façon dont les réels sont stockés en mémoire dans un ordinateur. Il faut savoir que c'est pas stocké réellement en chiffres, mais c'est stocké sous forme d'octets, et donc du coup, il peut y avoir des formes d'imprécision. C'est pour ça qu'on a ces deux formats-là qui existent. Lorsque je choisis numérique ou décimal, ce qui se passe, c'est que on stocke réellement le chiffre tel qu'il est. Donc on va définir par exemple décimal 6,2 signifie que l'on stocke 6 chiffres, dont 2 après la virgule. Donc on a un stockage presque sous forme de caractère, mais par contre qui ne bouge pas. Lorsqu'on est en float real headable, en fait le truc c'est qu'il y a une conversion sous forme d'octet pour pouvoir stocker ces données. Ce qui à terme, à l'issue de plein de divisions, multiplications, etc., peut générer en fait des imprécisions à la xème valeur derrière la virgule. Dans la pratique, on utilise, nous, dans notre champ, on n'utilise pas le format numérique ou décimal, qui est un peu plus complexe à utiliser par la suite. On utilise le format float real headable, selon la taille de format qu'on veut utiliser. Donc on est un peu sur la même logique entre tiny int et big int. Soit on est sur du réel de taille déjà correcte, on prend du float, soit on veut vraiment stocker des nombres réels énormes, mais énorme c'est 10 puissance 400 etc. Je me souviens plus la valeur exacte. Et dans ce cas-là, on choisit double. On utilise assez peu le numérique et décimal. On peut se passer d'avoir une certaine imprécision sur le xème chiffre après la virgule lorsque l'on calcule un taux butyreux, donc ça pose pas de problème. Donc je vous recommande fortement d'utiliser soit float, soit double pour les nombres réels et pas le format décimal ou numérique. Deuxième type, alphanumérique. Encore une fois, on a le choix. Alors, on a le format char et varchar. Quelle est la différence entre les deux? À chaque fois, pour les formats alphanumériques, donc alphanumérique, je rappelle, c'est des chiffres, des caractères, c'est un peu tout, ça peut être des virgules, des points-virgules, de la ponctuation, bref, n'importe quoi. À chaque fois, on va devoir définir quelle est la taille de la chaîne de caractères que l'on souhaite stocker. Donc c'est pour ça qu'il y a un X entre parenthèses, c'est un char de X ou un varchar de X. La différence entre les deux, c'est que lorsque vous utilisez char, vous réservez d'office l'espace demandé. C'est-à-dire que un champ char 5, par exemple, stockera toujours 5 places de caractères, 5 espaces. Même si à l'intérieur vous ne mettez une chaîne de caractères que de 2 caractères, il y aura quand même 3 espaces supplémentaires qui seront présents. Varchar est différent dans le sens où lui, il va adapter la taille en fonction de ce qui est stocké. C'est-à-dire que si je prends un varchar de 5, ça veut dire qu'au maximum, j'ai 5 espaces pour des caractères. Mais si je n'en stocke que 2, il va se réserver un espace de 2 caractères uniquement pour stocker ces caractères-là. Alors, en vrai, c'est un peu plus compliqué. Il stocke les caractères, plus un autre champ qui permet de stocker le nombre de caractères réellement conservés. Donc c'est un peu plus compliqué, mais il faut savoir que la différence c'est ça. Dit autrement, char c'est fixe, varchar c'est variable, au maximum 2.
Concrètement, on choisit quoi entre les deux? Si vous êtes absolument sûr que vous ne stockerez toujours qu'un seul caractère, vous pouvez faire un char de 1. Mais sachez que si à un moment donné, vous mettez 2 caractères, en fait, votre caractère va être tronqué et il va ne stocker que le premier, rien d'autre. Donc on peut utiliser du char de 1 si vous êtes sûr à 100% que ça sera toujours le même nombre de caractères. Si vous n'êtes pas sûr, prenez Varchar et à la rigueur, mettez une taille un peu supérieure à ce que vous devez stocker. Dit autrement, vous repérez par exemple que les identifiants de vos animaux sont stockés sur 12 caractères, mettez un Varchar de 20. C'est pas grave, je veux dire, ça va pas changer. Au pire, il en stockera 12, mais si à un moment ça passe à 14, vous n'aurez pas besoin de revoir toute la structure de votre base de données et surtout, vous n'aurez pas des chaînes de caractères qui seront tronquées. Deuxième autre type d'alphanumérique, c'est, on va dire, du texte. Alors ça, c'est utilisé lorsque vous souhaitez... Ah oui, point important que j'ai oublié de préciser, la valeur max pour le char et le varchar, c'est 255 caractères au maximum. Lorsque vous êtes au-delà de 255 caractères, vous avez des type tiny text, text, medium text et long text. Là, on n'est plus sur de la description, on est sur du texte, des paragraphes. Dit autrement, c'est la description d'un produit lorsque vous êtes sur un site web. Donc là, pour stocker une description, un paragraphe, vraiment du texte, il faut utiliser un type, du type, un data type du type tiny text ou long text selon la longueur de ce que vous voulez stocker. C'est pas forcément ce qu'on utilise le plus fréquemment dans nos disciplines. Mais sachez que voilà, au-delà de 255, vous n'avez pas le choix, il faut passer sur un type de type texte. Les types temporels. Alors encore une fois, vous en avez plusieurs. Selon tout ce que vous voulez stocker, vous pouvez stocker des dates, format année, mois, jour. Vous pouvez stocker des date time, où là vous rajoutez encore en plus l'heure. Vous pouvez stocker que l'heure, vous pouvez stocker que l'année, etc. etc., etc. Je passe rapidement là-dessus parce qu'on ne les utilisera pas dans le cours, mais sachez que ça existe. C'est un format assez sécurisé pour stocker des dates avec éventuellement toutes les difficultés inhérentes aux dates. Il faut savoir qu'en informatique, les dates, c'est toujours un problème. Sachez que ce choix des data types est, comme je vous l'ai dit, extrêmement important, notamment sur la taille. Si vous choisissez un conteneur trop petit, vos données ne seront pas conservées en intégralité. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, si vous mettez la valeur 1674 dans un champ tinyInt, il aura la valeur de 127. Et si vous mettez un identifiant trop long dans un varchar de 7, ce qui sera réellement stocké, ça sera identif et rien d'autre. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que SQL ne vous renverra pas de message d'erreur. Donc vous ne verrez pas ce type de problème. Ça veut dire que, une fois de plus, avant de créer votre table et les champs et les data types associés, il faut bien sûr que vous ayez un peu observé vos données pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces données et quels sont en fait les intervalles compris dans vos données. Un point important, n'oubliez pas que selon les tris que vous voulez faire, les tris alphanumériques ne se réalisent pas de la même façon qu'un tri numérique. C'est-à-dire un tri numérique sur des valeurs numériques, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un tri numérique sur un champ alphanumérique, ça va être 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, etc. Donc ça, c'est aussi un comportement qui peut influencer quel type de data type vous avez à choisir. Enfin, n'oubliez pas que c'est pas obligé non plus de faire des méthodes vraiment à l'emporte-pièce en choisissant systématiquement du big int et du long text pour stocker tout et n'importe quoi dans votre table de données. Essayez quand même d'avoir des choix varchar, int, tiny int ou autres qui ont un sens par rapport aux données que vous souhaitez stocker. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque champ, vous allez en plus pouvoir associer des attributs à ces champs, des caractéristiques. Alors là, c'est une liste des différentes caractéristiques disponibles. On peut mettre une clé primaire, on peut définir est-ce qu'il est nul ou pas. Note nulle, alors le note nul, ça veut dire que on ne veut pas de valeur manquante, on ne veut pas de nul à l'intérieur de ce champ. Est-ce que c'est un index unique? Donc, est-ce que les valeurs sont uniques à l'intérieur? On peut après avoir des valeurs binaires, je passe. Unsigned, ça peut être assez utile. Ça veut dire en clair, il n'y a pas de valeur négative. Donc, c'est relatif au type numérique. Quel est l'intérêt de choisir unsigned? C'est-à-dire que si vous êtes sûr que vous n'avez pas de valeur numérique dans dans vos données, ça permet en fait de récupérer en termes de stockage tout ce qui ne va pas être utilisé en numérique. Dit autrement, si je prends tinyInt, qui va de moins 128 à plus 127,
Si vous choisissez un tiny int unsigned, vous allez aller de 0 à 255. Donc la part qui allait de moins 128 à 0 est récupérée pour être mise, entre guillemets, en supplément dans la partie positive. Donc ça peut être un choix d'utiliser unsigned dans certains cas. Vous pouvez ajouter un zero fill qui permet de simplement de remplir le champ par des zéros. Je vous déconseille un peu d'utiliser ça. On a le champ auto-incrément, on verra quel est l'intérêt de ça. Ça veut dire qu'en fait c'est un champ que vous ne gérez pas, c'est SQL qui systématiquement, dès que vous ajoutez un enregistrement, va incrémenter la valeur. Et vous avez un champ generated. Alors ça, globalement, en faisant simple, c'est comme une formule dans Excel. C'est-à-dire que un champ generated, vous n'importez pas des données dedans, mais en fait derrière, il y a une formule qui est basée sur des champs à côté. Alors ça, c'est assez pratique. Ça veut dire que lors de l'importation, en fait, des calculs peuvent être réalisés et un champ peut être généré automatiquement avec les valeurs comprises dans d'autres champs. Alors, les différentes choses que l'on a pu voir là-dessus, notamment les index et les clés primaires, qu'est-ce que c'est que l'indexation? Alors l'indexation, en fait, c'est un attribut qu'on va mettre sur un champ qui permet d'accélérer de manière très très significative la recherche dans une base de données. Par contre, ça veut dire que, en contrepartie, le système de base de données va créer un index. Alors, lorsque l'on doit choisir un index, ça c'est une question que l'on se pose lorsque l'on débute, c'est quels champs vont être indexés. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne un index et qu'est-ce que c'est qu'un index. Alors un index, c'est quoi? Un index, c'est un dictionnaire quelque part. Lorsque l'on définit un index sur un champ SQL, que va faire le système SQL? Il va prendre le champ en question et va regarder toutes les valeurs uniques au sein de ce champ. Et à partir de là, il va dire, telle valeur unique, elle est présente dans l'enregistrement 1, 8, 12, 24, etc. Telle valeur unique, elle est présente dans le champ, dans l'enregistrement 2, 48, etc., etc. Donc en fait, il va faire un index, donc, pour vous dire, telle valeur unique, je la trouve dans tous ces enregistrements. Telle valeur unique, je la trouve dans tel enregistrement, etc., etc., etc. Et c'est ça, en fait, qui va permettre d'accélérer très significativement une recherche dans une base de données, c'est qu'en fait, le calcul a déjà été réalisé, en fait. Schématiquement, c'est un peu l'idée. Donc, quand vous faites une requête SQL sur un champ qui a été indexé, du coup, c'est hyper rapide, car les SQL sait déjà où chercher. Ça, c'est la façon dont fonctionne un index. Le corollaire de tout ça, c'est quoi? C'est que, premièrement, un index va prendre de la place. Forcément, SQL, il va stocker quelque part cet index pour vous dire que telle valeur unique est présente dans tel enregistrement. À un moment donné, physiquement, de la donnée va être stockée, l'index va être stocké. Donc un index va prendre de la place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est absurde d'indexer un champ rempli quasiment que de valeurs uniques. Tout simplement parce que ça va être valeur unique champ 1, enregistrement 1, valeur unique 2, enregistrement 2, valeur unique 3, enregistrement 3, etc. etc., etc. Donc ça veut dire qu'en clair, sur un champ dans lequel vous stockez des valeurs réelles, par exemple, avec extrêmement de variabilité, et que globalement chaque valeur enregistrée est unique à l'enregistrement, donc est unique à l'individu, il n'y a aucun intérêt. C'est même stupide à la rigueur de faire un index là-dessus, dans le sens où l'index ne va rien apporter en termes de performance, mais par contre va être extrêmement gourmand en place sur le disque. Par contre, mettre un index sur un champ de type sexe où vous avez par définition deux modalités, mâle et femelle, dans vos tables animaux par exemple, là c'est un index extrêmement rentable dans le sens où là vous allez accélérer de manière très très significative les recherches ultérieures sur ce champ-là. Donc ça veut dire, dit autrement, on n'indexe pas tout, parce que ça prend de la place. Là, vous avez un exemple, par exemple, sur la partie droite de cette dia, où mes données occupent 7 mégaoctets globalement, 7,5, mais l'index occupe quand même 12 mégaoctets. Donc quelque part, j'ai plus de place disque occupée par mon index que par mes données. Alors imaginez sur une base de données assez importante, avec plusieurs gigaoctets de données, et que vous indexez plusieurs champs, on peut vite avoir des index qui ont des tailles vraiment hyper importantes. Donc il faut réfléchir quels sont les champs qu'on indexe. Le truc intéressant, c'est qu'avec l'index, vous ne pouvez pas vous tromper dans le sens où vous pouvez ajouter les index après la création de votre table, même quand des données ont déjà été importées dedans. Donc ça, c'est un point extrêmement important. On peut très bien indexer une table après, même si des données sont déjà présentes. Et surtout, vous pouvez aussi retirer des index. Ça n'a pas d'impact sur les données qui ont déjà été
importer dedans. Donc l'index, c'est quelque chose d'assez souple. Si vous avez oublié quelque chose ou au contraire si vous vous êtes trompé, vous pouvez très bien l'ajouter par la suite ou le retirer toujours après utilisation. Abordons la notion de clé et de liaison. Alors, et puis on va terminer sur cette partie-là, n'ayez crainte, on arrive à la fin du cours. Alors, dans une base de données, bien sûr, l'idée de la base de données, c'est qu'on ne va pas stocker toutes les données dans une seule table. C'est la force de la base de données, c'est de stocker ça dans différentes tables. Alors pourquoi? Parce que dans certains cas, c'est vrai que la bonne base de données monotable, c'est quand même super pratique et beaucoup plus facile à utiliser, c'est clair. Sauf que l'intérêt d'être dans différentes tables, ça veut dire que si vous voulez intervenir sur une table, vous n'intervenez que sur cette table. Dit autrement, si je souhaite ajouter des animaux dans cette base de données, je vais juste avoir à ajouter des animaux dans la table animaux. Et je ne vais pas avoir besoin de toucher aux autres tables, exploitation, parcelles, techniciens, etc. Donc pour la maintenance sur du long terme d'une base de données, avoir plusieurs tables, séparer les données en plusieurs tables, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est que quand on va bien sûr stocker ces données dans différentes tables, il faut qu'il y ait une liaison, parce que s'il n'y a pas de liaison, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Une table dans une base qu'on pourrait un peu standalone, c'est-à-dire que la table n'a aucune liaison avec les autres tables, là, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Dans votre structure, dans votre conception, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément des liaisons. Et donc, ce qui va se passer, quand on parle de liaison, ça veut dire que chaque champ d'une table, un champ d'une table, va être une clé pour réaliser une connexion entre les différentes tables. Et on va voir qu'on peut avoir bien sûr des liaisons de différents types, de type 1.1, 1n ou nn. Et si je reprends l'exemple précédent, ça veut dire que, dit autrement, des exploitations, dans ma partie gauche, je vais avoir différentes exploitations. A priori, chaque exploitation est unique, donc elle est présente une seule fois dans cette table. Par contre, une exploitation va avoir plusieurs animaux. Une exploitation va avoir plusieurs parcelles. Donc là, je vais avoir plusieurs parcelles qui vont être reliées à une exploitation, etc. Et un technicien peut intervenir sur plusieurs animaux et différents techniciens peuvent intervenir sur différents animaux. Donc ça veut dire que quand j'imagine ces structures-là, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais devoir avoir des liaisons qui se créent, c'est-à-dire que dans ma table exploitation, je vais avoir un identifiant d'exploitation. Cet identifiant d'exploitation, cette clé, ce champ en fait, ce champ d'exploitation, de code d'exploitation, je vais devoir bien sûr comment dirais-je, le représenter aussi dans ma table animaux. Donc ça veut dire que dans la table animaux, je vais aussi avoir un champ qui va être le code d'exploitation, qui va me permettre de faire cette liaison. Pareil pour parcelle, c'est-à-dire que dans la table parcelle, je vais avoir un champ identifiant de parcelle, mais je vais aussi avoir un champ identifiant d'exploitation, et que c'est ces champs-là qui vont me permettre de réaliser une connexion entre la table exploitation, la table parcelle et la table animaux. Je ne suis pas obligé d'avoir des connexions entre toutes les tables ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de logique forcément à avoir une connexion entre la table animaux et la table parcelle, mais toutes mes tables sont reliées entre elles à un moment donné par un lien quelconque. Et je vais avoir la même chose avec technicien, je vais avoir un identifiant technicien, un identifiant animal, et ces deux identifiants vont être présents dans les deux tables en termes de champ, et c'est là que vont intervenir en fait les notions de clé, primaire ou non, et de liaison. On reverra ça, vous inquiétez pas, dans la suite de ce cours. Alors, une clé est extrêmement importante parce qu'une clé, en fait, c'est un champ qui va avoir différentes fonctions. Elle va assurer l'unicité de l'enregistrement et ou, selon les types de champs, à permettre aussi une liaison entre différentes tables. Et SQL, et les autres systèmes de base de données en général, vont considérer la notion de clé primaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clé primaire? Une clé primaire, en fait, c'est une contrainte. Donc c'est un attribut, c'est ce qu'on a vu, au même titre qu'un index ou un zero fil ou un unsigned, etc. C'est un attribut qui va apposer une contrainte d'unicité très forte sur un ou plusieurs champs et qui va permettre d'identifier de manière unique un enregistrement. Si je reprends cet exemple-là, ça veut dire que l'identifiant exploitation, qui va être un code basé sur le département, je ne sais pas quoi, doit être unique et relié à une seule exploitation. Et là-dessus, je vais mettre une clé primaire. Et ça va me permettre de pouvoir avoir un lien très fort et d'éviter surtout
de pouvoir ajouter une exploitation qui a le même code, par exemple, une erreur de frappe, n'importe quoi, une erreur de saisie, ça, le SQL va me l'interdire. Et c'est ça qui va assurer l'unicité et l'intégrité de vos données, tout simplement parce que vous êtes sûr qu'à aucun moment vous n'allez pouvoir ajouter quelque chose qui est déjà présent dans votre table. Donc là, une clé primaire, c'est une contrainte d'unicité très très forte que l'on va ajouter sur un champ, un ou plusieurs. Parce que dans le cas de la table animaux ou de la table technicien, par exemple, l'unicité peut se faire aussi sur plusieurs champs pour être sûr d'avoir l'enregistrement unique au sein de votre table. Ça, on le verra cette année durant le module et on le verra aussi l'année prochaine en M2 lorsqu'on pourra avoir aussi des notions de clés étrangères pour ce type de liaison un peu complexe. Logiquement, par défaut, lorsque vous créez un champ, le logiciel va vous proposer la création d'une clé primaire sur le premier champ que vous ajoutez. Alors, là, je vais faire hurler, je pense, les pros de la base de données, mais même si c'est recommandé, très fortement recommandé, au tout début, je vous conseille de ne pas utiliser de clé primaire. Ce n'est pas une obligation d'utiliser une clé primaire. En effet, lorsque l'on débute, et encore plus lorsqu'on est en phase de développement de la base de données, la clé primaire peut vite vous poser de grosses contraintes lorsque vous voulez supprimer des données parce que vous vous êtes trompé, en fait c'est pas comme ça que vous voulez faire, etc., etc. Tout simplement parce que le système va vous dire, vous ne pouvez pas faire ça, vous allez rompre en fait l'unicité et l'intégrité de la base de données. Donc une clé primaire, lorsqu'on est en phase de développement, c'est pas forcément la meilleure façon de procéder. Une fois que votre base de données est développée, une fois que la structure est OK, une fois que vos données ont été correctement importées, que vous avez vraiment testé votre base de données et le développement, là, vous pouvez après, par la suite, ajouter un attribut de clé primaire sur les champs. Je vous conseille de faire ça au départ dans un premier temps pour éviter de vous trouver en fait coincé et au final de retirer cet attribut de clé primaire qui va vous gêner plus qu'autre chose. Sachez que, une fois de plus, ces ajouts peuvent être réalisés après la création des tables. Je passe là-dessus, c'est exactement la même chose, et je vous l'ai déjà dit. Point important, par contre, c'est qu'une clé primaire devient de facto un index. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter un attribut d'index sur un champ pour lequel il y a déjà une clé primaire. Sachez que une clé primaire est forcément devient aussi un index. L'exemple tout en haut, je passe dessus parce qu'on ne l'utilisera pas durant ce TD, c'est un peu plus complexe, on verra ça l'année prochaine. Vous pouvez aussi tout à fait définir une clé primaire sur plusieurs champs. C'est ce qui est indiqué ici sur la partie primary key élevage, ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma clé primaire est appliquée sur deux champs. Tout simplement parce que je n'ai pas l'unicité sur élevage, je n'ai pas l'unicité sur ID. Par contre, la combinaison élevage ID me donne ma combinaison unique. Donc il est possible de faire ça. Quand vous rentrez par contre, une chose importante, quand votre base de données passe en production, il est absolument hyper important d'ajouter à un moment donné une clé primaire. Parce que vous risquez à un moment ou un autre sur du long terme, vous retrouver face à ce que l'on appelle une rupture d'intégrité relationnelle dans votre base de données qui vous posera des problèmes dans vos requêtes. Dit autrement, vos requêtes vous fourniront des résultats qui seront faux, mais que vous ne percevrez pas forcément. Donc à terme, quand votre base de données est développée et en production et en utilisation, encore plus quand elle est utilisée par plein de personnes différentes, je vous recommande forcément à un moment donné de mettre des clés primaires. En conclusion sur cette partie, dans la suite du module, ce que vous allez voir, c'est vous allez devoir manipuler et préparer des données pour les insérer dans une base de données. Donc ça fera l'objet du prochain TD. Vous allez concevoir les tables, intégrer les données. Vous allez bien sûr après réaliser des requêtes et découvrir le langage SQL. Donc vous aurez des cours sur qu'est-ce que le langage SQL. Et l'objectif, c'est qu'à l'issue de ce module, vous serez tout à fait capable de créer de petites bases de données. Alors petites, c'est pas forcément avec le volume de données, mais voilà, des bases de données avec quelques tables à l'intérieur, utilisables éventuellement par quelques personnes, pour réaliser vos interrogations sur vos données. Vous vous rendrez compte qu'au final, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'Excel lorsque l'on veut après triturer ces données et réaliser différentes interrogations dessus. Par contre, je le répète, si vous devez développer une base de données importante en production avec plusieurs dizaines d'utilisateurs, plusieurs dizaines de tables et sur un gros système de système d'information, clairement, ce cours ne sera pas suffisant. C'est un cours d'introduction. Voilà, je vous remercie et puis bon courage pour la suite et à bientôt.